Mes parents m'ont supplié de rentrer pour Noël après avoir pris mon fonds d'études pour payer l'école de ma sœur. Salut, je m'appelle Dwayne, j'ai 24 ans et je cartonne actuellement dans une start-up technologique à Seattle. Pas mal pour un gars dont les parents ont vidé le fonds d'études pour l'école de médecine de sa sœur, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, j'ai quitté une famille qui m'a toujours fait passer en second, armé de rien d'autre que mon diplôme d'études collégiales et ma détermination. J'ai construit une vie qu'ils disaient que je ne pourrais pas avoir sans leur aide. Maintenant, ils me supplient soudainement de rentrer à la maison pour Noël. L'ironie ne m'échappe pas. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si les drames familiaux vous touchent de près. J'ai grandi dans un quartier de banlieue tranquille à Lancaster, en Pennsylvanie, où notre maison coloniale de 2 étages se dressait parmi des dizaines de maisons similaires. Mon père, Robert, travaillait comme directeur de banque, tandis que ma mère, Linda, enseignait en 3e année à l'école primaire locale. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine parfaite. Papa, maman, la sœur aînée, Angela, et moi. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique familiale était tout sauf égale. D'aussi loin que je me souvienne, ma sœur Angela était l'enfant prodige. Elle avait 4 ans de plus que moi, avec les mêmes cheveux et yeux sombres que notre mère. Angela jouait du violon, faisait de l'athlétisme et maintenait une moyenne parfaite tout au long de sa scolarité. Mes parents rayonnaient de fierté à ses récitals et compétitions, tandis que j'étais assis tranquillement dans le public, applaudissant quand il le fallait. Ce n'était pas que mes parents étaient cruels ou abusifs. Ils subvenaient à mes besoins de base, assistaient à mes réunions parents-professeurs et se souvenaient de mes anniversaires. Mais il y avait toujours ce courant sous-jacent de déséquilibre, assez subtil pour que les voisins et la famille élargie ne le remarquent pas, mais douloureusement évident pour moi. La chambre légèrement plus grande pour Angela, les vêtements plus récents, le plus grand enthousiasme en discutant de ses réussites. Dès mon plus jeune âge, j'ai trouvé refuge dans la technologie. Quand j'avais 7 ans, mon grand-père Joe m'a donné son vieil ordinateur de bureau. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, je passais des heures à le démonter, à le remonter et à apprendre comment il fonctionnait. Ce vieux gateway est devenu mon sanctuaire, l'endroit où j'excellais sans avoir besoin de la validation de mes parents. Tu as un esprit spécial, Dwayne, me disait mon grand-père lors de nos visites du week-end. Les ordinateurs sont l'avenir, et tu en feras partie. C'est lui qui me voyait vraiment, qui me faisait sentir valorisé. Quand j'ai gagné mon premier concours de programmation à 12 ans, c'est grand-père Joe qui m'a emmené manger une glace pour fêter ça. Mes parents l'ont reconnu avec un distrait, c'est bien, chéri, alors qu'ils se préparaient pour le récital de violon d'Angela le même soir. Mes grands-parents avaient créé des fonds d'études pour Angela et moi à notre naissance. Chacun de nous avait environ 85 000 $ mis de côté pour notre éducation, une somme généreuse qui s'était accumulée grâce à des investissements prudents au fil des ans. C'était leur façon de s'assurer que nous pourrions poursuivre des études supérieures sans le fardeau de prêts étudiants excessifs. Tout au long du lycée, je me suis consacré aux études et à la technologie, espérant que la réussite me vaudrait enfin la reconnaissance de mes parents. J'ai fondé le club de robotique de notre école, remporté des concours de programmation régionaux et obtenu mon diplôme avec une moyenne de 4.0. Mes candidatures à l'université incluaient des écoles avec d'excellents programmes d'informatique, le MIT étant mon école de rêve. Le jour où ma lettre d'acceptation du MIT est arrivée a été l'un des plus heureux de ma vie. Je me souviens avoir regardé l'email avec incrédulité, puis l'avoir imprimé pour le montrer à ma famille. Ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit, « C'est merveilleux, mais cette école n'est-elle pas très chère ?» Mon père a ajouté, « Tu sais, les universités d'État offrent aussi de bons programmes d'informatique. » Plus tard dans la soirée, ils ont passé 1 heure au téléphone avec Angela, discutant avec enthousiasme de ses entretiens pour l'école de médecine. Mon grand-père est décédé pendant ma première année de lycée, suivi de ma grand-mère seulement 6 mois plus tard. Leur perte m'a particulièrement touché, car ils avaient été ma source de soutien et d'encouragement la plus constante. Aux funérailles, ma mère a fait remarquer à quel point ils auraient été fiers qu'Angela poursuive des études de médecine. Je me tenais silencieusement près du cercueil, pleurant non seulement mes grands-parents, mais aussi la perte des seules personnes qui avaient vraiment défendu mes rêves. Avec le recul, il y avait des signes de la mauvaise gestion financière de mes parents. Des disputes chuchotées sur les factures de cartes de crédit, la 2e hypothèque qu'ils ont contractée pour rénover la cuisine, les commentaires occasionnels sur le fait d'attendre la paix pour faire de plus gros achats. Mais à 17 ans, concentré sur mon avenir au MIT,
je n'ai pas reconnu cela comme des signes avant-coureurs de ce qui allait arriver. Angela avait toujours été douée pour les études. Mais son parcours n'était pas sans défi. Elle a eu du mal avec la chimie organique en 2e année d'université, nécessitant un tuteur coûteux. Quand elle a décidé de changer de spécialité de la biologie à la psychologie, prolongeant ses études de premier cycle d'un semestre, mes parents ont couvert les frais supplémentaires sans se plaindre. Ta sœur trouve sa voie, ont-ils expliqué quand j'ai remis en question le coût d'un semestre d'études supplémentaires à l'étranger à Londres. L'éducation est l'investissement le plus important. Je ne savais pas à quel point ces paroles deviendraient prophétiques, et à quel prix pour mon propre avenir. La dernière année de lycée aurait dû être excitante. Mon acceptation au MIT était assurée. J'avais un groupe d'amis solides et la remise des diplômes se profilait à l'horizon avec toutes ses promesses. Au lieu de cela, c'est devenu l'année où tout ce que je pensais savoir sur ma famille s'est effondré. Le premier signe est apparu en février. Angela avait été acceptée au Jefferson Medical College de Philadelphie, une institution privée prestigieuse mais coûteuse. Mes parents ont organisé un dîner de fête, invitant la famille élargie et même quelques voisins. Je me souviens de ma mère en larmes alors qu'elle portait un toast à la future docteure Winters de notre famille. J'étais sincèrement heureux pour ma sœur, fier même, malgré notre relation compliquée. Après ce dîner, le comportement de mes parents a changé. Ils ont commencé à avoir des conversations à voix basse qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Mon père passait des heures dans son bureau à la maison, la porte fermée, entouré de relevés financiers. Ma mère a commencé à prendre des sessions de tutorat supplémentaires après l'école. Quand j'ai demandé si tout allait bien, ils m'ont assuré que c'était juste des affaires d'adultes dont je ne devais pas m'inquiéter. En avril, environ un mois avant la remise des diplômes, je suis rentré du club de robotique pour trouver mes 2 parents assis à la table de la cuisine. Leurs visages arboraient des expressions identiques de détermination sinistre qui m'ont noué l'estomac avant même qu'ils ne parlent. « Dwayne, nous devons parler de l'université », a commencé mon père, sa voix soigneusement mesurée. « À propos de ton fonds d'études. » Je me suis assis lentement, sentant déjà ce qui allait arriver. Ma mère a tendu la main sur la table comme pour prendre la mienne, puis l'a retirée en voyant mon expression. Les frais de scolarité de l'école de médecine d'Angela sont beaucoup plus élevés que prévu, a poursuivi mon père. Même avec les bourses, le coût est substantiel. Nous avons examiné toutes les options, a ajouté rapidement ma mère. Nous avons même contracté des prêts supplémentaires nous-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons dû prendre une décision difficile. Nous avons dû emprunter sur ton fonds d'études pour couvrir les 2 premières années d'école de médecine d'Angela. Le mot « emprunter » flottait dans l'air entre nous. Je les ai regardés, attendant plus d'explications, une solution, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à tout cela. Combien, ai-je finalement demandé, ma voix me semblant lointaine. Ils ont échangé un regard. 70 000 $, a admis mon père. 70 000 sur 85 000. Près de 83% de tout mon avenir, disparu. C'est juste un prêt, s'est empressé d'ajouter ma mère. Nous le rembourserons. Angela aussi, une fois qu'elle sera établie dans sa pratique. Je me souviens avoir ri alors, un son sec et douloureux qui a fait sursauter mes 2 parents. Quand exactement? Dans 10 ans? 12? Après son internat, après ses prêts, après qu'elle se soit établie. Je suis censé commencer l'université dans 4 mois. Le MIT offre une excellente aide financière, a dit mon père, sans conviction. Et il y a les prêts étudiants. Les mêmes prêts dont vous protégez Angela, ai-je interrompu. Les prêts dont vous avez toujours dit qu'ils ruineraient notre avenir si nous devions les prendre. La médecine, c'est différent, a insisté ma mère. Le coût de l'éducation est simplement plus élevé, et elle va sauver des vies, Dwayne. C'est son rêve. Et mon rêve à moi, ai-je demandé, ma voix se brisant malgré tous mes efforts. Est-ce que ça compte un peu? La dispute qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que nous avions jamais connu dans notre foyer. Des années de sentiments refoulés ont explosé alors que je les confrontais sur toute une vie de favoritisme, sur la priorisation constante d'Angela par rapport à moi. Mon père est devenu défensif, puis en colère, insistant sur le fait qu'il nous avait toujours traités équitablement. Ma mère a pleuré, répétant qu'il nous aimait tous les 2 de la même manière. Mais l'argent racontait une autre histoire. Leurs actions parlaient plus fort que tous les mots qu'ils pouvaient offrir. Quand Angela est rentrée ce week-end-là, je m'attendais à ce qu'elle montre un certain remords,
une certaine reconnaissance du sacrifice qui m'était imposé. Au lieu de cela, elle semblait agacée par la tension dans la maison. « Tu peux juste aller à l'université d'État », a-t-elle dit avec dédain quand je l'ai confrontée. L'informatique n'a pas vraiment besoin de diplômes prestigieux de toute façon. La plupart des milliardaires de la tech ont abandonné leurs études. Ce n'est pas la question, ai-je essayé d'expliquer. Cet argent était pour mes études. Papy et mamie l'avaient mis de côté spécifiquement pour moi. Elle a levé les yeux au ciel. Ils ont mis de l'argent de côté pour nous deux. Et l'école de médecine est bien plus chère que le premier cycle. C'est juste pratique, Dwayne. Ne sois pas si dramatique. Ce moment a tout cristallisé pour moi. Ce n'était pas seulement mes parents qui me considéraient comme moins méritant. Angela avait intériorisé cette même croyance. À leurs yeux, ses rêves primeraient toujours sur les miens. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cherché des alternatives au MIT. Les 15 000 $ restants dans mon fonds ne couvriraient même pas une année dans la plupart des établissements de 4 ans. Le Community College est devenu ma seule option viable si je voulais éviter un endettement écrasant. Quand j'ai dit à mes parents que je fréquenterais le Lancaster Community College à l'automne, ils ont semblé soulagés plutôt que déçus. C'est très pratique, Dwayne, a dit mon père en me tapotant l'épaule. Tu pourras transférer dans une école de 4 ans plus tard. Le sous-entendu était clair. Contrairement à l'éducation d'Angela, la mienne pouvait attendre. La mienne pouvait être compromise. La mienne était tout simplement moins importante. La nuit avant la remise des diplômes, j'ai eu une dernière conversation avec mes parents sur la situation. J'ai exposé exactement ce que leur décision m'avait fait ressentir. Pas seulement les implications pratiques pour mon éducation, mais le message émotionnel qu'elle envoyait sur ma valeur dans notre famille. Pour la première fois peut-être, ils ont semblé m'entendre vraiment. Mon père a regardé ses mains pendant que je parlais. Ma mère essuyait des larmes silencieuses. « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal », a-t-elle murmuré quand j'ai fini. « Je sais », ai-je répondu. « C'est ce qui rend les choses pires. Vous n'avez même pas considéré que cela me ferait du mal, parce que vous ne m'avez jamais vraiment considéré du tout. » Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'accepterais les circonstances que je ne pouvais pas changer, mais je n'accepterais plus d'être une seconde pensée dans ma propre famille. Quelque chose de fondamental s'était brisé entre nous. Et même si je ne voyais pas encore tout le chemin à parcourir, je savais qu'il s'éloignait de cette maison et des gens qui s'y trouvaient. Le lendemain de la remise des diplômes, j'ai déménagé de la maison de mes parents pour m'installer dans un appartement exigu avec 2 gars que je connaissais à peine. Jason, qui travaillait de nuit dans un hôpital, et Marcus, un étudiant en musique qui s'entraînait à la batterie à toute heure. L'appartement se trouvait dans un immeuble délabré juste à côté du campus, avec du linoléum qui se décollait et une odeur persistante de vieille huile de friture, mais le loyer était assez bas pour que je puisse me le permettre avec mes économies et mon travail à temps partiel. J'ai trouvé du travail chez Compfix, un magasin de réparation d'ordinateurs local appartenant à un homme bourru mais juste nommé Ray. Le salaire était à peine supérieur au salaire minimum, mais les horaires flexibles me permettaient de m'organiser autour de mes cours. Plus important encore, cela m'a donné une expérience pratique avec le matériel et le service client qui s'avérerait inestimable plus tard. Ma vie est devenue une machine soigneusement calibrée d'efficacité et d'épuisement. Les matins pour les cours, les après-midi et les soirs pour le travail, les nuits tardives pour les études et les devoirs. Le sommeil est devenu un luxe que je pouvais rarement m'offrir en quantité suffisante. Mon régime alimentaire se composait principalement de nouilles ramen, de sandwichs au beurre de cacahuètes et de tout ce qui était offert lors des événements du campus. Pendant ce temps, grâce à des appels téléphoniques occasionnels et aux médias sociaux, j'entrevoyais la réalité très différente d'Angela. Elle avait un appartement spacieux à Philadelphie payé par nos parents. Quand son ordinateur portable est mort pendant son premier semestre, ils lui ont immédiatement acheté un nouveau MacBook Pro haut de gamme pour ses études. Pour Noël cette année-là, ils l'ont aidé à louer une nouvelle Honda Civic parce que les transports en commun n'étaient pas sûrs pour les sessions d'études tardives à la bibliothèque. Le contraste était saisissant et douloureux. Pendant que je comptais mes sous pour la laverie, Angela publiait des photos de week-end à New York avec ses amis de l'école de médecine. Pendant que je faisais des nuits blanches pour maintenir ma moyenne tout en travaillant 40 heures par semaine, ma sœur se plaignait de la pression de l'école de médecine. Pression qu'elle affrontait sans le fardeau supplémentaire de la survie financière. Mon premier retour à la maison pour Thanksgiving a été une erreur que je n'ai pas répétée.
Ma mère avait dressé la table avec les réussites d'Angela comme plat principal, ses excellentes notes, ses professeurs impressionnants, son avenir prometteur. Mon expérience au community college était traitée comme une charmante petite anecdote, quelque chose à acquiescer poliment avant de revenir au vrai succès de la famille. Dwayne fait la chose sensée, a dit mon père, comme si mon choix avait été volontaire, il construit une base avant de transférer. Quand j'ai mentionné la liste du doyen et ma moyenne parfaite de 4.0, ma mère a souri et a dit, c'est merveilleux, chérie, avant de se tourner immédiatement vers Angela. Raconte à tout le monde cette opportunité de recherche spéciale que ton professeur d'anatomie a mentionnée. Je suis parti tôt le lendemain matin, prétextant devoir remplacer un collègue. La vérité, c'est que je ne pouvais pas supporter une minute de plus d'être invisible dans une pièce pleine de gens censés m'aimer. Mais au fil des mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à construire une vie qui était entièrement la mienne. Libéré de l'ombre de la comparaison qui avait défini mon enfance. Ray, mon patron chez Compfix, est devenu une sorte de mentor. Un expert en informatique autodidacte qui avait bâti son entreprise à partir de rien. Il a reconnu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu, un potentiel qui n'avait rien à voir avec ma sœur ou qui que ce soit d'autre. Tu as de bons instincts, m'a-t-il dit après que j'ai correctement diagnostiqué un problème de carte mère particulièrement délicat. Mieux que la moitié des techniciens certifiés que j'ai embauchés. Continue à développer cette compétence et tu pourras écrire ton propre billet n'importe où. Au Community College, j'ai trouvé des professeurs passionnés par l'enseignement, qui connaissaient mon nom et s'intéressaient sincèrement à mes objectifs. Le professeur Martinez, qui enseignait mon cours de programmation avancée, est resté après les heures de cours pour m'aider à développer une idée d'application sur laquelle je travaillais. Le professeur Whitaker du département des affaires m'a mis en contact avec des entrepreneurs locaux qui avaient besoin d'une assistance technique, me donnant mes premiers clients en freelance. J'ai aussi trouvé l'amitié dans des endroits inattendus. Brandon était un autre étudiant en informatique avec une capacité incroyable à trouver de l'humour dans les situations les plus sombres. Nous nous sommes rencontrés lors d'une session d'études tardive à la bibliothèque du campus, nous liant d'amitié autour de la caféine et des erreurs de codage. La famille, c'est surfait de toute façon, m'a-t-il dit après que j'ai finalement partagé mon histoire. La mienne m'a mis dehors à 17 ans quand j'ai fait mon coming out. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai trouvé ma vraie famille après ça. Des gens qui choisissent de t'aimer, pas seulement ceux qui te sont assignés par la génétique. La philosophie de Brandon est devenue ma bouée de sauvetage. S'il pouvait reconstruire son sentiment d'appartenance à partir de zéro, je le pouvais aussi. Nous nous sommes soutenus mutuellement à travers les examens, les frustrations professionnelles et les champs de mines émotionnelles des saisons des fêtes, lorsque l'éloignement familial est le plus aigu. La thérapie est également devenue une partie essentielle de mon parcours. Le Community College offrait des services de conseils gratuits et des séances hebdomadaires avec le Dr Patel m'ont aidé à traiter la colère et le chagrin que je portais. Elle m'a fait découvrir des concepts comme les systèmes familiaux, la négligence émotionnelle et les limites, me donnant un cadre pour comprendre mes expériences sans m'y noyer. Tes parents t'ont laissé tomber, a-t-elle dit lors d'une séance particulièrement intense. C'est un fait. Mais leur échec ne définit pas ta valeur ou ton avenir. Seul toi peux décider de cela. Ces mots sont devenus mon mantra pendant les jours les plus difficiles, lorsque le doute et le ressentiment menaçaient de me consumer. Je les ai scotchés sur le miroir de ma salle de bain, les répétant chaque matin en me préparant à affronter une autre journée de travail et d'études. À la fin de ma première année, j'avais établi un rythme dans ma nouvelle vie. L'épuisement n'a jamais complètement disparu, mais il a pris une qualité différente, la fatigue de construire quelque chose de significatif plutôt que de simplement survivre. Ma liste de clients en freelance s'est allongée, me fournissant un revenu supplémentaire qui m'a permis de réduire légèrement mes heures chez Compfix. Mes compétences en programmation ont progressé rapidement grâce à l'application pratique et à l'apprentissage autodirigé au-delà de mes cours. Les médias sociaux sont devenus à la fois un tourment et une motivation. Chaque aperçu de la vie d'Angela, sa cérémonie de la blouse blanche, ses vacances de printemps à Miami, la montre coûteuse que nos parents lui ont offerte pour son anniversaire déclenchait une douleur familière. Mais j'ai utilisé cette douleur comme carburant, la canalisant dans des sessions de codage nocturne et des projets ambitieux qui finiraient par former mon portfolio professionnel. Quand j'ai fait la liste du doyen pour le 3e semestre consécutif, je n'ai pas pris la peine de partager la nouvelle avec ma famille. Au lieu de cela, j'ai célébré avec Brandon, Ray et quelques autres amis qui étaient devenus ma famille choisie. Des gens qui applaudissaient mes succès sans réserve ni comparaison.
c'est là que j'ai commencé à réaliser que je n'avais pas besoin de l'approbation de mes parents pour valider mon parcours. Leur opinion sur ma valeur n'avait de toute façon jamais été exacte. La vérité sur qui j'étais et ce que je pouvais accomplir existait indépendamment de leur capacité à la voir. Cette vérité finirait par me mener loin de Lancaster, en Pennsylvanie, vers des opportunités qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles pour leur deuxième meilleur enfant. 2 années se sont écoulées ainsi, à travailler, étudier, développer mes compétences et mon indépendance. À l'approche de la remise des diplômes du Lancaster Community College, j'ai ressenti un mélange complexe de fierté pour ma réussite et de ressentiment persistant que ce ne soit pas la remise des diplômes que j'avais autrefois envisagée. Malgré tout, j'ai invité mes parents à la cérémonie. Une partie de moi aspirait encore à leur reconnaissance, espérant toujours qu'ils me verraient enfin clairement. Ils sont venus, assis raidement sur des chaises pliantes alors que je traversais la scène pour recevoir mon diplôme d'associé en informatique avec les plus hautes distinctions. Après, pendant les photos obligatoires et les conversations gênées, ma mère a mentionné qu'Angela terminerait sa 2e année de médecine la semaine suivante. Nous prenons l'avion pour Philadelphie pour l'aider à déménager dans un appartement plus agréable, plus proche de l'hôpital pour ses stages cliniques, a-t-elle dit en me montrant des photos d'un immeuble moderne avec un portier et une piscine sur le toit. Le quartier est beaucoup plus sûr, et le trajet sera plus facile pendant ces longues gardes à l'hôpital. J'ai hoché la tête, le nœud familier se resserrant dans mon estomac. Ça a l'air sympa. Nous sommes si fiers de sa réussite, a ajouté mon père. Dans le premier quart de sa classe malgré la pression. Angela elle-même est arrivée en retard au dîner de célébration de ma remise de diplôme, ayant dû conduire 1h30 depuis Philadelphie. Elle m'a salué d'une étreinte distraite avant de se lancer dans des histoires sur son stage de neurologie exigeant et son brillant médecin superviseur. Lorsque la conversation s'est finalement tournée vers mes projets, j'ai mentionné l'offre d'emploi que j'avais reçue de Technova, une start-up en pleine croissance à Seattle spécialisée dans les solutions de sécurité cloud. Seattle ? C'est si loin, a dit ma mère en fronçant les sourcils. Ne serait-il pas plus logique de chercher quelque chose de local ? J'ai vu que la banque où travaille ton père recrute du personnel de support informatique. C'est un vrai poste de développement, ai-je expliqué, pour créer des protocoles de sécurité pour les clients d'entreprise. Le salaire est de 75 000 $ pour commencer, avec des options d'achat d'actions. Mon père a eu l'air impressionné malgré lui, mais Angela a levé les yeux au ciel. C'est juste un diplôme de community college, maman. Je suis sûr que c'est juste du support technique de base avec un titre ronflant. Ce commentaire a fait craquer quelque chose en moi qui tenait à peine. En fait, Angela, ils étaient plus intéressés par mon portfolio de travaux et de compétences réelles que par l'origine de mon diplôme. Quelque chose que tu ne comprendrais pas, puisque tu n'as jamais eu à prouver ta valeur au-delà d'un morceau de papier avec ton nom dessus. Un silence inconfortable s'est installé à table. Ma mère s'est éclaircie la gorge. Dwayne, ce n'est pas juste. Ta sœur travaille très dur. Moi aussi, ai-je répondu d'un ton égal. La différence, c'est que j'ai dû le faire sans soutien financier, sans encouragement et sans que personne ne croie en moi. Nous croyons en toi, a protesté faiblement mon père. Non, vous me tolérez. Il y a une différence. La conversation s'est détériorée à partir de là, mes parents défendant leur choix et minimisant mes sentiments comme ils l'avaient toujours fait. Angela, pour sa part, semblait sincèrement déconcertée par ma colère, comme si l'injustice inhérente ne lui était jamais venue à l'esprit. Le coup de grâce est venu au moment de payer l'addition. Angela a mentionné nonchalamment qu'elle aurait besoin d'environ 8 000 $ pour déménager pour ses entretiens de résidence l'année suivante. Les vols et les hôtels s'additionnent vite, et j'aurai besoin de vêtements appropriés pour chaque programme, a-t-elle expliqué. De plus, je devrais peut-être verser des cautions pour des appartements dans plusieurs villes jusqu'à ce que je sache où je suis accepté. Sans hésiter, mon père a hoché la tête. On trouvera une solution. On pourra peut-être puiser à nouveau dans la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Je les ai regardés avec incrédulité. Mes parents avaient encore des difficultés financières, comme en témoignait le téléphone plus ancien de mon père et le commentaire de ma mère sur le report de certaines réparations à la maison. Pourtant, ils n'ont même pas remis en question cette dépense supplémentaire pour Angela. Incroyable, ai-je marmonné en jetant ma serviette sur la table et en me levant. 3 ans plus tard et rien n'a changé. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé ma mère, la voix tendue. Le barrage a cédé. Toutes les pensées et tous les sentiments que j'avais soigneusement traités en thérapie, mais jamais exprimés directement à eux,
ont déferlé au milieu de l'Olive Garden. Ça veut dire que vous sacrifiez toujours votre propre sécurité financière pour Angela, alors que vous ne pouviez même pas me féliciter correctement pour mes réussites. Ça veut dire que vous agissez toujours comme si ses besoins l'emportaient automatiquement sur ceux de tout le monde. Ça veut dire que vous ne voyez toujours pas le schéma qui se répète depuis toute ma vie. Ce n'est pas vrai, a dit mon père. Mais ses yeux ne pouvaient pas rencontrer les miens. Ah non? Vous avez pris mon avenir pour lui en donner un meilleur. Vous l'avez justifié comme un prêt que vous n'avez jamais tenté de rembourser. Vous avez dévalorisé mes études par rapport aux siennes. Et maintenant, vous allez vider votre retraite pour ces entretiens de résidence alors que vous m'avez suggéré de postuler pour un poste de support informatique au lieu de prendre un emploi qui pourrait réellement faire avancer ma carrière. Angela a soufflé, indignée. La médecine est plus exigeante que de jouer avec des ordinateurs toute la journée. L'investissement financier le reflète. Jouer avec des ordinateurs, ai-je ri amèrement. Mon jeu va me rapporter plus la première année que tu ne gagneras pendant tes 3 premières années de résidence. La différence, c'est que je l'ai fait sans prendre les opportunités de personne d'autre. J'ai attrapé ma veste et je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté pour une dernière pensée. Je déménage à Seattle la semaine prochaine. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ou souteniez cette décision, car vous ne l'avez jamais fait. Mais je veux que vous sachiez que tout succès que j'obtiendrai à partir de maintenant sera malgré vous, et non grâce à vous. Le trajet de retour à mon appartement était un brouillard de larmes et de colère, mais sous-jacent coulait un courant de quelque chose qui ressemblait étonnamment à du soulagement. Pendant des années, j'avais essayé de gagner l'amour et la reconnaissance qui auraient dû être donnés librement. À ce moment-là, j'ai finalement accepté que cela ne viendrait jamais et que je n'en avais plus besoin pour avancer. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire mes valises pour Seattle. Je n'ai fait aucune autre tentative de contacter ma famille avant de partir. Ma mère a appelé 2 fois, laissant des messages vocaux qui évitaient d'aborder les problèmes que j'avais soulevés, se concentrant plutôt sur des questions pratiques sur mon déménagement et des rappels de conduire prudemment. Mon trajet à travers le pays est devenu un voyage symbolique. Chaque kilomètre mettait de la distance entre moi et la dynamique familiale qui m'avait défini et contraint pendant si longtemps. Je me suis arrêté au Grand Canyon, je me suis tenu au bord de ce vide immense et j'ai ressenti une étrange affinité avec le paysage. Quelque chose de massif avait été creusé, laissant à la fois destruction et beauté dans son sillage. Quand j'ai atteint Seattle, avec ses environs verdoyants et son horizon scintillant sur fond de montagne, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. C'était mon nouveau départ, ma chance de me définir selon mes propres termes, sans l'ombre de la comparaison ni le poids des attentes non satisfaites. J'ai envoyé un bref texto à mes parents pour leur faire savoir que j'étais arrivé en toute sécurité. Ma mère a répondu avec un emoji pouce levé. Mon père n'a pas répondu du tout. Et c'est ainsi que le dernier lien avec mon ancienne vie a semblé se rompre, me laissant à la dérive dans une mer de possibilités. J'étais enfin libre d'explorer. Seattle m'a accueilli avec une pluie constante et un ciel gris-acier qui, d'une certaine manière, correspondait à mon état émotionnel pendant ces premiers mois. Mon appartement était un minuscule studio à Capitol Hill avec à peine assez de place pour un lit et un bureau, mais la grande fenêtre donnant sur la rue animée en dessous le rendait moins confiné. Technova occupait 3 étages d'un entrepôt rénové dans le quartier de South Lake Union. Le premier jour, je suis arrivé 1 heure en avance, trempé par la pluie et nerveux, serrant un café comme s'il pouvait me protéger de l'incertitude à venir. Ma nouvelle responsable, Erika, m'a accueilli avec une poignée de main ferme et une visite qui s'est terminée à mon poste de travail, un vrai bureau avec 2 écrans et du matériel haut de gamme dont je n'aurais pu que rêver chez Compfix. Nous attendons beaucoup, m'a-t-elle dit franchement. Mais nous avons vu quelque chose de spécial dans votre candidature. N'ayez pas peur de vous exprimer et de contribuer dès le premier jour. Ces mots, quelque chose de spécial, ont résonné dans mon esprit tout au long de cette première semaine alors que je naviguais entre de nouveaux systèmes, de nouveaux collègues et la culture particulière d'une entreprise technologique en pleine croissance. Personne ici ne connaissait mon parcours au Community College ni mes drames familiaux. Ils ne me connaissaient que par mon code, mes idées et mon éthique de travail. Une page blanche que j'étais déterminé à remplir de réussite. La courbe d'apprentissage était abrupte. Je restais souvent tard le soir à assimiler de nouveaux langages de programmation et protocoles de sécurité, déterminé à prouver que la confiance d'Erika n'était pas mal placée. Certains soirs, je rentrais dans mon appartement vide et je me demandais si j'avais fait une erreur en venant si loin de tout ce qui m'était familier. Dans ces moments-là, le silence de mon téléphone,
Aucun appel de ma famille pour prendre de mes nouvelles, était à la fois une blessure et un rappel de la raison de mon départ. Mais progressivement, jour après jour, j'ai tissé des liens dans cette nouvelle ville. Un groupe de rencontres JavaScript qui se réunissait chaque semaine dans une brasserie locale est devenu mon premier exutoire social. J'y ai rencontré des développeurs de diverses entreprises de la scène technologique de Seattle, dont beaucoup avaient des parcours similaires non conventionnels dans l'industrie. Les diplômes traditionnels deviennent de moins en moins pertinents, a expliqué Miguel, un développeur senior chez Amazon, qui avait appris le codage par lui-même tout en travaillant comme concierge. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez construire et la rapidité avec laquelle vous pouvez vous adapter. Ces paroles ont confirmé le chemin que j'avais forgé par nécessité plutôt que par choix. Peut-être que mon détour par le Community College et l'expérience de travail pratique m'avaient doté d'une adaptabilité que mes pairs du MIT auraient pu manquer. 6 mois après mon arrivée chez Teknova, j'ai identifié une vulnérabilité dans notre produit de sécurité phare, une faille subtile dans le protocole d'authentification qui pouvait potentiellement exposer les données des clients. Plutôt que de simplement le signaler, j'ai passé un week-end à développer une solution qui non seulement corrigeait la vulnérabilité, mais améliorait également les performances globales du système. Lorsque j'ai présenté mes conclusions et ma solution à l'équipe de développement, la pièce est devenue silencieuse. Puis Erika a souri. C'est exactement pour ça que nous vous avons embauché, Dwayne, a-t-elle dit en hochant la tête avec appréciation. Vous ne voyez pas seulement les problèmes, vous les résolvez. Ce moment a marqué un tournant dans ma carrière chez Teknova. J'ai été affecté à l'équipe de développement principale de notre plateforme de sécurité de nouvelle génération, j'ai reçu des responsabilités supplémentaires et j'ai été inclus dans des réunions de planification stratégique généralement réservées au personnel plus expérimenté. La culture de la start-up me convenait, contrairement à la hiérarchie rigide que j'avais observée dans la carrière bancaire de mon père. Teknova valorisait les idées, peu importe d'où elles venaient. Mon approche de la résolution de problèmes, façonnée par des années à me débrouiller avec des ressources limitées, a apporté une perspective différente qui complétait les parcours plus traditionnels de mes collègues. En dehors du travail, j'ai lentement construit un cercle social. Le groupe de rencontres m'a présenté à Brandon, un autre Brandon que mon ami de Lancaster, qui m'a invité à rejoindre une ligue de football de loisirs malgré mes protestations sur mes capacités athlétiques. Grâce au football, j'ai rencontré Sarah, une graphiste aux cheveux bleus vifs et au rire qui pouvait percer la bruine constante de Seattle. Sarah et moi nous sommes immédiatement entendus sur nos expériences communes d'éloignement familial. Ses parents avaient coupé les ponts quand elle avait quitté leur église évangélique et adopté un mode de vie plus progressiste. La famille, ce sont ceux qui sont là, m'a-t-elle dit lors d'un de nos premiers rendez-vous café. Qui te voit clairement et aime ce qu'il voit. Parfois, ce sont les gens qui partagent ton ADN, mais souvent ce sont ceux que tu trouves en chemin. Sa perspective m'a aidé à gérer les communications sporadiques et superficielles de mes parents. Ils envoyaient parfois des textos pour les vacances ou les anniversaires, évitant soigneusement tout sujet significatif ou toute reconnaissance de notre dernière confrontation. Mes réponses étaient également polies et distantes. Nous étions devenus des étrangers qui partageaient des souvenirs mais ne partageaient plus de vie. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu Angela obtenir son diplôme de médecine avec mention. Mes parents ont posté des dizaines de photos de la cérémonie et du dîner de célébration. Le contraste avec ma propre remise de diplôme, marqué par la tension et la critique, ne m'a pas échappé, mais plutôt que d'alimenter le ressentiment, cela a confirmé que ma décision de créer de la distance avait été nécessaire pour mon propre bien-être. Pendant ce temps, Teknova a continué de croître, obtenant des contrats importants avec des institutions financières et des prestataires de soins de santé. Mon rôle s'est élargi en conséquence, et mon salaire a augmenté pour refléter mes contributions. Après 18 mois à Seattle, j'avais économisé assez pour un acompte sur un petit mais moderne condo dans le quartier de Fremont. Mon premier achat immobilier, entièrement financé par mon propre argent. Le jour où j'ai signé les papiers d'hypothèque, j'ai ressenti une vague de fierté mêlée de justification. Sans relation familiale, sans le prestigieux diplôme du MIT qui m'avait été volé, sans aucun soutien au-delà de ce que j'avais construit pour moi-même, j'avais atteint une stabilité financière et un succès professionnel que même mes parents auraient dû respecter. Ce soir-là, j'ai organisé une petite pendaison de crémaillère avec les amis qui étaient devenus ma famille choisie. Sarah a apporté des biscuits faits maison. Miguel a contribué avec une tequila chère et divers coéquipiers de Teknova et de la Ligue de football ont rempli mon nouvel espace de rire et de chaleur sincère. En regardant ces gens qui connaissaient mon présent mais pas mon passé, qui me valorisaient sans me comparer à personne d'autre,
j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais donné, un sentiment d'appartenance inconditionnelle. La thérapie est restée une partie importante de mon parcours. Ma nouvelle assurance couvrait des séances hebdomadaires avec le docteur Rivera, spécialisé dans les traumatismes familiaux, qui m'a aidé à surmonter le deuil complexe de l'éloignement. Grâce à ses conseils, j'ai appris à séparer ma valeur de l'incapacité de mes parents à la reconnaître, à voir leurs limites comme le reflet de leurs propres problèmes plutôt que comme des indicateurs de ma valeur. Le pardon ne signifie pas la réconciliation, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement difficile. Vous pouvez libérer la colère sans réinviter les mêmes dynamiques dans votre vie. Le succès professionnel a continué de s'accélérer. Après 3 ans, Teknova a été acquise par une plus grande société de technologie, ce qui a entraîné un paiement important pour les premiers employés avec des options d'achat d'actions. Du jour au lendemain, ma valeur nette a augmenté de plusieurs centaines de milliers de dollars. Une sécurité financière que je n'avais jamais imaginée possible lorsque je comptais mes sous pour la laverie à Lancaster. Avec cette nouvelle stabilité sont venues des questions sur ce qui comptait vraiment pour moi. L'environnement de l'entreprise après l'acquisition me semblait moins innovant, moins aligné avec mes valeurs. J'ai commencé à explorer des options pour mon prochain mouvement de carrière, peut-être même créer ma propre société de conseil en sécurité. Pendant cette période de transition professionnelle, des textos occasionnels de mes parents laissaient entrevoir des difficultés financières. Mon père a mentionné le report de sa retraite. Ma mère a fait référence à la prise de travaux de tutorat supplémentaires. Ils n'ont jamais demandé d'aide directement, mais l'implication planait sous leurs messages, un contraste saisissant avec le soutien somptueux qu'ils avaient toujours fourni à Angela. Une partie de moi ressentait une sombre satisfaction face à leur situation, la conséquence naturelle de la priorisation des besoins d'un enfant au détriment de leur propre santé financière. Mais une autre partie a reconnu cela comme une opportunité de démontrer la personne que j'étais devenue, malgré leurs échecs, quelqu'un guidé par sa propre boussole morale plutôt que par des schémas de blessures. Je n'ai pas répondu à ces allusions. Au lieu de cela, j'ai maintenu la distance polie qui avait caractérisé notre relation au cours des 3 dernières années, jusqu'à l'appel téléphonique qui m'obligerait à affronter les émotions non résolues que j'avais soigneusement compartimentées depuis mon départ de Pennsylvanie. L'appel est arrivé un mardi soir, début décembre, 3 semaines avant Noël. Je passais en revue les propositions de clients potentiels pour ma nouvelle entreprise de conseil lorsque le nom de mon père est apparu sur l'écran de mon téléphone. Pendant un instant, j'ai envisagé de le laisser sur la messagerie vocale, comme je le faisais souvent. Quelque chose, la curiosité peut-être, ou un sentiment d'obligation persistant m'a fait répondre. « Dwayne » a dit mon père, sa voix semblant plus vieille que dans mon souvenir. « Comment vas-tu » ? « Je vais bien » ai-je répondu, la réponse automatique à une question qui semblait trop désinvolte pour notre relation distante. « Est-ce que tout va bien » ? Une pause. « Oui. » Enfin, presque. « Ta mère et moi espérions que tu envisagerais peut-être de rentrer à la maison pour Noël cette année. » La demande m'a pris au dépourvu. Au cours des 3 années qui ont suivi mon déménagement à Seattle, il ne m'avait jamais explicitement invité pour les vacances. Notre communication limitée avait existé dans un limbo prudent, n'abordant ni ne résolvant le passé. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, incapable de cacher la méfiance dans ma voix. Mon père s'est éclairci la gorge. Ça fait longtemps. Tu nous manques. Et honnêtement, les choses ne vont pas très bien ici. La conversation qui a suivi a révélé la situation par morceaux. Mon père avait été contraint à une retraite anticipée lorsque sa banque a réduit ses effectifs. Ma mère enseignait toujours mais avait des problèmes de santé qui limitaient sa capacité à prendre des tutorats supplémentaires. Leur hypothèque était sous l'eau après plusieurs refinancements, le plus récent pour aider Angela avec la compte sur sa première maison à Baltimore, où elle avait été acceptée pour sa résidence. Nous pensions qu'elle nous aiderait avec nos dépenses mensuelles une fois qu'elle commencerait à gagner sa vie, a admis mon père, sa voix tendue par l'embarras. Mais les salaires des résidents sont plus bas que nous le pensions et elle a ses propres prêts étudiants à gérer. L'ironie était presque trop parfaite. Après avoir sacrifié mon fonds d'études pour l'école de médecine d'Angela, mes parents faisaient face à des difficultés financières tandis qu'elle priorisait ses propres besoins au-dessus des leurs, exactement comme il lui avait appris à le faire par des années d'exemple. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré les émotions complexes qui tourbillonnaient sous la surface. Ta mère veut te parler, a dit mon père. Et avant que je puisse répondre, la voix de ma mère est arrivée au bout du fil. Dwayne, chérie, c'est vraiment toi. Quelque chose dans son ton,
une vulnérabilité que je n'avais pas l'habitude d'entendre, m'a pris au dépourvu. Oui, maman, c'est moi. Tu nous as tellement manqué, a-t-elle dit, sa voix se brisant légèrement. La maison semble vide, surtout pendant les vacances. Angela n'est pas rentrée pour Noël depuis l'année dernière. Son emploi du temps à l'hôpital est si exigeant. Nous comprenons, bien sûr, mais... Elle s'est interrompue, laissant l'implication en suspens. Avec Angela indisponible, ils se tournaient vers leur enfant de secours, celui qu'ils avaient toujours considéré comme secondaire. La prise de conscience aurait dû me mettre en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange vide. Maman, j'ai construit une vie ici à Seattle, ai-je dit doucement. Je ne peux pas tout laisser tomber parce qu'Angela est occupée. Je sais, s'est-elle empressée de dire. Tu réussis si bien, d'après ce que l'on peut voir. Ton père a vu sur LinkedIn à propos de ta nouvelle entreprise de conseil. Nous sommes fiers de toi, Dwayne. Vraiment. Trop peu, trop tard, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Au lieu de cela, j'ai demandé, avez-vous parlé à Angela de votre situation financière? Une pause. Elle a ses propres difficultés en ce moment. Les heures de résidence sont brutales et elle essaie de s'établir. Nous ne voulons pas la surcharger. Mais c'est normal de m'en parler à moi, les mots sont sortis plus brusquement que je ne le voulais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a protesté ma mère, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai. Nous voulons sincèrement te voir, essayer de, je ne sais pas, combler ce fossé qui s'est creusé entre nous. Après avoir terminé l'appel avec une promesse évasive de réfléchir à leur invitation, je me suis assis à mon bureau, regardant l'horizon de Seattle visible depuis la fenêtre de mon condo. Le mélange familier de ressentiment et de désir m'a envahi. La colère face à leur schéma continu de favoritisme, couplée au désir enfantin persistant de croire qu'ils pourraient enfin me voir clairement. Ce soir-là, j'ai retrouvé Sarah pour dîner dans notre restaurant thaïlandais préféré. Autour d'un curry vert et de rouleaux de printemps, j'ai raconté la conversation avec mes parents. « Qu'est-ce que tu en penses » a-t-elle demandé après que j'ai fini. Sa question était sincère, ne m'orientant vers aucune réponse particulière, mais invitant à une réflexion honnête. Une partie de moi a envie de leur dire de se débrouiller seuls, ai-je admis. Ils ont fait leur choix. Mais une autre partie se demande si cela pourrait être une chance pour une vraie conversation, pour qu'ils comprennent enfin l'impact de ce qu'ils ont fait. Sarah a hoché la tête pensivement. Rappelle-toi juste que la clôture ne vient pas toujours du fait que les autres reconnaissent ce qu'ils ont fait de mal. Parfois, elle vient de ta décision que cela ne te contrôle plus. Ces paroles sont restées avec moi alors que je délibérais au cours des jours suivants. Brandon s'est joint à la discussion lors de notre randonnée du week-end autour du Discovery Park, offrant sa perspective de quelqu'un qui avait prudemment reconstruit une relation avec ses propres parents des années après leur rejet initial. La clé, ce sont les limites, a-t-il souligné alors que nous regardions le Puget Sound. Tu peux les voir sans retomber dans les vieux schémas, mais seulement si tu le fais pour les bonnes raisons, pas parce que tu cherches encore leur approbation. Ma décision s'est cristallisée lorsque j'ai remarqué une publication sur les réseaux sociaux d'Angela, des photos d'elle profitant de vacances européennes avec ses amis de l'école de médecine. L'horodatage montrait qu'elle avait été publiée quelques jours seulement après l'appel de mes parents concernant leurs difficultés financières. La légende disait, pause bien méritée avant les gardes de vacances à l'hôpital. Fais-toi plaisir, vie de médecin. La curiosité m'a poussé à creuser davantage. J'ai découvert qu'elle publiait des mises à jour régulières sur son voyage depuis une semaine. Un marché de Noël à Munich, un hôtel de luxe à Prague, du ski dans les Alpes. Tout cela pendant que mes parents s'inquiétaient de payer leur hypothèque. Un calcul rapide suggérait que le voyage avait coûté des milliers de dollars. De l'argent qui aurait pu aider les parents qui avaient tant sacrifié pour son éducation. Le contraste entre ses choix et ma propre gestion financière prudente, malgré un soutien familial bien moindre, était saisissant. Une enquête plus approfondie a révélé que mes parents avaient réhypothéqué leur maison à peine 18 mois plus tôt pour fournir à Angela près de 50 000 $ pour un acompte sur sa maison de ville à Baltimore. Ceci après avoir déjà vidé leur compte de retraite pour couvrir les dépenses liées à ses études de médecine. Le schéma était douloureusement clair. Ils avaient constamment compromis leur propre sécurité financière pour soutenir les choix de vie d'Angela tout en s'attendant à ce que je me débrouille seul. Maintenant que leurs ressources étaient épuisées et qu'Angela se concentrait sur ses propres priorités, ils se tournaient vers moi, l'enfant qu'ils avaient jugé moins digne d'investissement. Après plusieurs jours de délibération, j'ai pris ma décision.
J'irai en Pennsylvanie pour Noël, mais à mes propres conditions. J'ai réservé un vol pour Harrisburg et une chambre d'hôtel à Lancaster plutôt que de rester chez mes parents. La limite physique semblait importante, un signal clair que, même si j'étais ouvert à la conversation, je ne retournais pas simplement dans mon ancien rôle dans le système familial. En faisant mes valises pour le voyage, j'ai ressenti un étrange mélange d'appréhension et d'une sorte d'espoir. Pas l'espoir que mes parents se transforment soudainement en les figures de soutien que j'avais toujours désirées, mais l'espoir que j'avais peut-être assez changé pour leur faire face sans être diminué par leur perception de moi. La nuit avant mon vol, je me suis assis sur mon balcon, regardant les lumières de Noël de Seattle scintiller sur l'eau. Quoi qu'il arrive en Pennsylvanie, je retournerai dans cette ville qui était devenue mon foyer, à la vie que j'avais construite de mes propres mains, auprès des gens qui me valorisaient pour qui j'étais exactement. Cette connaissance me donnait une base que mon jeune moi n'avait jamais possédée. La sécurité de savoir que ma valeur ne dépendait de la capacité de personne d'autre à la reconnaître. Le vol pour Harrisburg ressemblait à un voyage dans le temps. Alors que l'avion descendait à travers les nuages dans le paysage familier de la Pennsylvanie, des souvenirs ont refait surface avec une intensité inattendue, les Noëls de mon enfance, les dîners de famille, des moments d'appartenance et d'exclusion dans la maison que j'étais sur le point de revisiter. J'avais pris des dispositions pour louer une voiture plutôt que de laisser mes parents venir me chercher, une autre limite petite mais significative. Le trajet de l'aéroport à Lancaster m'a fait passer devant des lieux qui semblaient à la fois familiers et étrangers. Le centre commercial où j'avais travaillé un été pendant le lycée. Le parc où j'avais appris à faire du vélo. La bibliothèque où j'avais découvert ma passion pour la programmation. Mon hôtel était au centre-ville, un bâtiment historique rénové qui représentait le tournant haut de gamme que la ville avait pris ces dernières années. Après m'être enregistré et rafraîchi du vol, j'ai envoyé un texto à mes parents pour leur faire savoir que j'étais arrivé en toute sécurité et que je passerais chez eux ce soir-là. Le quartier ressemblait beaucoup à mes souvenirs. Des maisons modestes avec des jardins soignés, des décorations de Noël ornant les porches et les fenêtres. Mais en arrivant dans l'allée de la maison de mon enfance, j'ai remarqué des signes de négligence qui n'étaient pas présents pendant ma jeunesse. La peinture s'écaillait autour des cadres de fenêtres. Les marches de l'entrée montraient des fissures qui avaient été rafistolées plutôt que correctement réparées. L'aménagement paysager, autrefois la fierté de ma mère, semblait désordonné et envahi par endroits. Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper, son visage s'illuminant d'un sourire qui contenait à parts égales joie et anxiété. Elle avait vieilli plus que les 3 années ne le justifiaient. De nouvelles rides autour des yeux, des cheveux gris qu'elle n'avait pas pris la peine de colorer. « Dwayne » a-t-elle soufflé, tendant la main pour une étreinte que j'ai rendue un peu raidement. « Tu as l'air si différent. » Elle n'avait pas tort. Le jeune homme dégingandé et incertain qui avait quitté la Pennsylvanie avait été remplacé par quelqu'un de plus confiant, plus en forme physiquement grâce aux matchs de football réguliers, plus soigné en apparence. Le succès et l'assurance m'avaient transformé d'une manière qui la surprenait clairement. Mon père est apparu derrière elle, tendant la main pour une poignée de main qui semblait étrangement formelle pour un parent et un enfant. « Content de te voir, fiston » a-t-il dit, sa voix bourrue d'émotions réprimées. « Merci d'être venu. » L'intérieur de la maison a révélé d'autres preuves de difficultés financières. Des meubles devenus usés sans être remplacés, une télévision désormais obsolète, de petites réparations laissées en suspens. L'arbre de Noël dans le coin semblait clairsemé par rapport aux décorations élaborées de ma jeunesse, bien qu'ils aient placé les mêmes ornements familiers sur ses branches, y compris plusieurs que j'avais fabriqués enfant. La conversation était maladroite au début, se concentrant sur des sujets comme mon vol, le temps à Seattle, les changements dans la communauté de Lancaster. Nous avons soigneusement évité toute mention d'Angela, des finances ou des conflits passés qui planaient entre nous comme une barrière invisible. Au dîner, une lasagne que ma mère avait préparée car c'était autrefois mon plat préféré, ils ont posé des questions prudentes sur mon travail. Je me suis retrouvé à expliquer les protocoles de sécurité cloud et les bases de mon entreprise de conseil à des parents qui avaient autrefois rejeté l'informatique comme un passe-temps plutôt qu'une carrière légitime. Alors, ces entreprises te paient pour trouver des faiblesses dans leur système, a demandé mon père, un intérêt sincère dans la voix. Essentiellement, oui, ai-je répondu. J'identifie les vulnérabilités avant que les pirates malveillants ne puissent les exploiter, puis je développe des solutions pour renforcer leur infrastructure de sécurité. Et ça paie bien ? Il ne pouvait pas tout à fait cacher la surprise dans son ton. J'ai rencontré son regard directement. Très bien. Mon taux de facturation commence à $300 de l'heure pour les services de conseil, avec des frais de projet qui atteignent souvent 6 chiffres.
Leurs expressions, un mélange de choc, de fierté et peut-être de regret, me disaient tout ce que leurs mots ne pouvaient pas. Ils n'avaient jamais imaginé ce niveau de succès pour moi, surtout sans l'éducation prestigieuse qu'ils avaient priorisée pour Angela. Au fur et à mesure de la soirée, j'ai remarqué des photos d'Angela bien en vue dans toute la maison. Sa remise de diplôme de médecine, sa cérémonie de la blouse blanche, diverses réussites tout au long de sa vie. En revanche, les quelques photos de moi étaient plus anciennes, du lycée ou d'avant, rien ne documentant mes réalisations d'adulte ou ma vie actuelle. L'observation m'a piqué, mais a également renforcé la raison pour laquelle j'avais dû partir. Même en mon absence, le déséquilibre persistait. Angela restait l'enfant dont les réussites étaient célébrées et affichées tandis que les miennes restaient non reconnues. Le lendemain, la veille de Noël, a réuni la famille élargie, tantes, oncles, cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Leurs regards curieux et leurs questions prudentes suggéraient qu'ils avaient entendu des versions de la rupture familiale mais ne savaient pas comment s'y prendre. Seattle doit être passionnant, a commenté ma tante Judy pendant le dîner. Nous avons toujours su que tu étais intelligent, mais lancer ta propre entreprise déjà. C'est impressionnant. Contrairement à certains domaines, la technologie récompense les résultats plus que les diplômes, ai-je répondu, la référence subtile au parcours d'Angela n'échappant pas à mes parents qui ont échangé un regard à travers la table. L'éléphant dans la pièce est devenu plus grand lorsque le téléphone de ma mère a sonné avec un texto. Son visage s'est légèrement affaissé en le lisant. Angela ne se joindra pas à nous demain, a-t-elle annoncé à la table. Il y a eu un changement d'horaire à l'hôpital et on a besoin d'elle pour un cas important. L'excuse semblait creuse, surtout compte tenu de ce que j'avais vu des vacances européennes d'Angela sur les réseaux sociaux. Mais mes parents ont hoché la tête avec une acceptation résignée, clairement habitués à ses absences et à ses excuses. Quel travail important elle fait, a ajouté mon père, comme pour justifier son choix à la famille élargie. Sauver des vies passe en premier. Je me suis mordu la langue, résistant à l'envie de souligner que la story Instagram d'Angela de ce matin la montrait en train de bruncher avec des amis à Baltimore, et non en train de travailler à l'hôpital. Certains schémas ne changent jamais. Après le départ des parents, laissant derrière eux des restes et des vœux, la maison est tombée dans un silence inconfortable. Nous étions assis tous les trois dans le salon, les lumières de l'arbre de Noël scintillant dans l'obscurité croissante, le poids des mots non dits devenant insupportable. « Pourquoi vouliez-vous vraiment que je rentre » ai-je finalement demandé, brisant la façade de normalité que nous avions maintenue au cours des 2 derniers jours. Mes parents ont échangé un regard. Mon père s'est éclairci la gorge. Parce que tu es notre fils et que tu nous as manqué. Pendant 3 ans, vous m'avez à peine contacté, ai-je souligné. Des textos occasionnels pour les anniversaires ou les vacances. Aucune réelle tentative de visite ou de compréhension de ma vie. Qu'est-ce qui a changé ? La question directe flottait dans l'air. Ma mère a baissé les yeux sur ses mains, tournant nerveusement son alliance. Nous avons réalisé certaines choses, a finalement dit mon père, sa voix inhabituellement vulnérable. Sur nos choix, sur la façon dont nous t'avons traité par rapport à Angela. Et il a fallu 3 ans de mon absence pour le réaliser. J'ai gardé mon ton neutre, pas accusateur, mais ne les laissant pas s'en tirer non plus. Il a fallu voir les conséquences, a admis ma mère doucement. Angela est. Elle n'est pas comme toi, Dwayne. Elle prend, et nous avons donné et donné parce que nous pensions que c'était ce que les parents devaient faire. Mais elle s'est interrompue, incapable de terminer sa pensée. Elle ne rend pas l'appareil, ai-je fini pour elle. Elle ne considère pas vos besoins comme vous avez toujours considéré les siens. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Quelque chose que je n'avais jamais vu dans mon enfance. J'ai eu tort, a-t-il dit. Les mots étaient clairement difficiles pour lui. Sur tant de choses, sur ce à quoi ressemble le succès, sur ce qui rend une personne précieuse. L'aveu a fait craquer quelque chose dans la pièce. Une porte vers l'honnêteté qui avait été scellée tout au long de mon enfance et de ma jeunesse. Vous avez pris mon avenir, ai-je dit simplement. Vous avez pris de l'argent spécifiquement mis de côté pour moi et vous l'avez donné à Angela parce que vous croyez que ses rêves comptaient plus que les miens. Comprenez-vous ce que cela m'a communiqué ? Ma mère a essuyé les larmes de ses joues. Que tu comptais moins, que nous te valorisions moins. La reconnaissance directe, quelque chose qu'ils avaient toujours nié ou minimisé par le passé, m'a frappé avec une force inattendue. Pendant des années, j'avais voulu qu'ils admettent simplement la vérité sur ce qu'ils avaient fait et son impact sur moi. J'ai dû reconstruire toute ma vie à partir de zéro, ai-je continué.
J'ai dû me créer des opportunités que vous auriez dû m'aider à fournir, comme vous l'avez fait pour Angela. Et l'ironie, c'est que j'ai fini par être plus stable financièrement que vous deux et Angela réunis. Mon père a hoché la tête lentement. Tu as toujours été débrouillard, indépendant. Nous en avons profité, en nous disant que tu t'en sortirais quoi qu'il arrive. C'était plus facile que de reconnaître que nous étions injustes. La conversation s'est poursuivie tard dans la nuit. Douloureuse, honnête, parfois houleuse, mais finalement plus sincère que toute autre interaction que nous ayons jamais eue en famille. Ils ont détaillé les décisions financières qui avaient conduit à leur situation actuelle. Plusieurs prêts sur valeur domiciliaire pour soutenir l'éducation et le style de vie d'Angela, des dettes de cartes de crédit accumulées pour couvrir ses dépenses, des comptes de retraite épuisés prématurément. Nous nous attendions toujours à ce qu'elle prenne le relais une fois établie, a expliqué ma mère. Pour nous aider comme nous l'avons aidée. Mais il y a toujours une autre dépense, une autre raison pour laquelle elle ne peut pas contribuer. Vous lui avez appris ça, ai-je souligné, pas méchamment. Vous lui avez appris que ses besoins l'emportent automatiquement sur ceux de tout le monde. Pourquoi développerait-elle soudainement une considération qu'on ne lui a jamais demandé de montrer? Mon père s'est frotté le visage avec lassitude. Tu as raison. Nous avons créé cette situation. Tout entière, y compris la perte de notre relation avec toi. Le matin de Noël, nous avons échangé des cadeaux modestes, une écharpe faite main par ma mère, un livre sur les entrepreneurs de la tech par mon père, un panier cadeau sur le thème de Seattle de ma part. Les cadeaux étaient moins importants que la nouvelle atmosphère entre nous. Hésitante, fragile, mais plus honnête que jamais. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, ai-je dit alors que nous étions assis avec un café après le petit déjeuner. Je ne suis pas revenu pour vous renflouer financièrement. Je ne peux pas être la solution à des problèmes créés par le même schéma qui m'a blessé. Ils ont hoché la tête. La déception était visible, mais l'acceptation aussi. Mais je veux bien vous aider à élaborer un plan financier réaliste, ai-je poursuivi. Un plan qui inclut des limites claires avec Angela et qui priorise votre sécurité pour la retraite. Le soulagement a envahi leur visage. Pas la solution miracle qu'ils auraient pu secrètement espérer, mais un soutien d'une nature plus durable. Et je suis prêt à travailler sur notre relation, mais elle doit être différente d'avant. Égale, respectueuse de mes choix et de mon parcours, avec une reconnaissance du passé plutôt que de prétendre qu'il n'a pas existé. Nous le voulons aussi, a dit ma mère doucement. Nous sommes fiers de l'homme que tu es devenu, Dwayne. Nous aimerions juste pouvoir nous en attribuer plus de crédit. Vous pouvez prendre le crédit de m'avoir appris la résilience, ai-je répondu après un moment. J'ai appris à compter sur moi-même parce que je le devais. Cela m'a bien servi, même si la leçon était douloureuse. Avant de quitter Lancaster, j'ai aidé mes parents à créer une feuille de calcul pour suivre leurs dépenses, leurs dettes et leurs revenus. Je leur ai montré comment négocier avec les créanciers et élaborer un budget durable. Plus important encore, je les ai aidés à rédiger un email à Angela expliquant qu'ils ne pouvaient plus lui fournir de soutien financier et qu'ils auraient en fait besoin qu'elle commence à rembourser une partie de ce qu'ils avaient investi dans son éducation. La réponse d'Angela est arrivée alors que j'étais encore là, indignée, auto-justificatrice, les accusant de me favoriser soudainement après des années à la prioriser. L'ironie n'a échappé à aucun d'entre nous. Elle s'adaptera, ai-je dit à mes parents alors qu'ils luttaient contre la culpabilité d'avoir fixé cette limite. Tout comme j'ai dû m'adapter quand vous ne pouviez pas soutenir mes études. La différence, c'est qu'elle a eu des avantages que je n'ai jamais eus, et c'est une adulte maintenant, pas une adolescente. Alors que je me préparais à retourner à Seattle, nos adieux ont été différents de ce que j'avais prévu. Pas de réconciliation spectaculaire, pas de promesse que tout serait parfait à l'avenir. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de plus précieux, un respect mutuel et un engagement à poursuivre le dialogue honnête que nous avions commencé. Nous ferons mieux, a dit mon père en me serrant dans ses bras à l'aéroport. Pas seulement avec l'argent, mais en étant les parents que tu méritais depuis le début. Et j'essaierai d'appeler plus souvent, ai-je promis. Pas parce que je suis obligé, mais parce que je le choisis. Le vol de retour à Seattle m'a semblé plus léger, comme si j'avais laissé derrière moi des bagages que je ne réalisais pas que je portais encore. Sarah et Brandon m'ont accueilli à l'aéroport. Leur visage familier, un rappel de la vie que je m'étais construite. Une vie qui n'était plus définie par ce que ma famille n'avait pas réussi à me donner, mais par ce que j'avais créé selon mes propres termes. À l'approche du Nouvel An, j'ai organisé une petite réunion dans mon condo pour les amis qui étaient devenus ma famille choisie.
Debout sur mon balcon, surplombant les lumières de la ville, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait mené ici. D'un jeune homme trahi et blessé à quelqu'un capable d'affronter le passé sans être consumé par lui. Mes parents et moi avons poursuivi notre réconciliation hésitante par des appels téléphoniques réguliers et une communication plus honnête que nous n'avions jamais eue auparavant. Ils ont rapporté qu'Angela avait mal réagi à leurs limites financières au début, mais qu'elle s'adaptait lentement à la nouvelle réalité. Notre famille ne serait jamais ce que j'avais autrefois souhaité enfant, mais peut-être pourrait-elle devenir quelque chose d'authentique et de respectueux à la place. La plus grande leçon que j'ai apprise est que la vraie valeur n'est pas déterminée par l'évaluation des autres. Elle se construit par la résilience face à la trahison, par la création du succès selon ses propres termes et par le courage d'affronter les vérités douloureuses plutôt que de les éviter. La vie ne nous donne pas toujours le soutien que nous méritons. Mais elle nous donne l'occasion de devenir plus forts que nous ne l'avions jamais imaginé. La trahison de mes parents m'avait forcé à tracer mon propre chemin, et ce chemin m'avait mené à une vie plus épanouissante que celle qui aurait pu m'être offerte. Avez-vous déjà eu à reconstruire votre vie après que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous ait laissé tomber? Laissez un commentaire ci-dessous partageant votre expérience. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui se sent seul dans sa lutte. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour entendre d'autres parcours de vie réels sur la manière de surmonter la trahison et de trouver le succès contre toute attente. Rappelez-vous, parfois les chapitres les plus douloureux de nos histoires mènent aux fins les plus triomphantes. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de la force dans votre propre voyage de guérison et de croissance.